Bienvenue sur FC Podcast True Crime. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire de 2002 sur les snipers de Washington DC. Alors installez-vous confortablement et appréciez. FC Potage True Crime, Mr. White te guide dans l'esprit des monstres, là où tout se décide. Série de meurtres, dossier classé, le mal caché va tout révéler. Zodiac trace ses signes dans le sang. BTK joue son jeu terrifiant. Mafia silencieuse, balle en plomb. Kuklinski glace chaque nom. FC Potage True Crime, Mr. White te guide dans l'esprit des monstres, là où tout se décide. Série de meurtres, dossier classé, le mal caché va tout révéler. Jusqu'en White, jusqu'en l'ombre. Bienvenue dans l'ombre. Dark dans l'ombre. Dans la nuit noire, les ombres s'agitent. Des tueurs rôdent leur âme maudite. Octobre 2002. Washington DC et ses environs sont en état de siège psychologique. Des tirs retentissent dans la ville. Des gens tombent morts en pleine rue, dans des stations-service, devant des écoles. Personne ne voit d'où vient la balle. Aucun témoin, aucun mobile apparent. Les médias parlent d'un sniper fantôme insaisissable qui frappe sans raison, sans pitié. Le terrorisme est évoqué, une attaque organisée, une vengeance personnelle. Ce que la police ignore encore, c'est que 2 hommes sont derrière cette vague d'exécutions. John Allen Mohammad, un ancien militaire, un homme enragé, qui a tourné le dos à son pays. Lee Boyd Malvo, un adolescent influençable, devenu son ombre, son bras armé. Mais ce que la police ignore surtout, c'est que ces meurtres ne sont que le début d'un plan plus vaste. Un plan conçu avec une froideur clinique. John Allen Mohammad, né John Allen Williams en 1960, est le produit d'une enfance instable. Sa mère meurt d'un cancer alors qu'il n'a que 3 ans, le laissant sous la garde d'une tante. Il apprend à se débrouiller seul. À 18 ans, il rejoint la garde nationale, puis l'armée régulière en 1985. Mais c'est en 1991, pendant la guerre du Golfe, que son esprit se transforme. Tireur d'élite, un métier où la distance avec la cible efface l'humanité de la victime, il apprend à tuer sans émotion. Il devient une machine de guerre. Le divorce qui change tout. De retour aux États-Unis, Mohammad change radicalement. Sa femme Mildred Mohammad décrit un homme contrôlant, jaloux, violent. Lorsqu'elle le quitte et obtient la garde de leurs enfants, il explose de rage. Mohammad développe une haine viscérale contre elle et contre la société américaine. Il enlève ses enfants et les emmène à Antigua, une petite île des Caraïbes. C'est là qu'il rencontre Lee Boyd Malvo. Lee Boyd Malvo n'est qu'un enfant abandonné. Sa mère, instable et manipulatrice, l'emmène d'un pays à l'autre sans jamais s'installer. Quand elle le confie à Mohammad, ce dernier voit immédiatement son potentiel. Il devient un père de substitution, un maître à penser. Il lui apprend que le monde est injuste, que les Américains sont des oppresseurs. Il l'entraîne comme un militaire, course à pied sous la chaleur étouffante, simulation de tir à longue distance, apprentissage du camouflage et de la fuite après un tir. Mohammad isole totalement Malvo. À force de répétition, l'adolescent intériorise chaque enseignement. Tuer devient un devoir. En 2001, il retourne aux États-Unis. Mohammad est sans emploi, sans argent, il a un plan. Il vole une Chevrolet Caprice bleue qu'il modifie pour en faire une arme mortelle. À l'arrière du véhicule, il perce un trou dans le coffre. Lee Boyd Malvo peut ainsi tirer discrètement allongé dans le véhicule. Le plan est en place. Ils vont tester leur méthode dans plusieurs États avant de lancer leur attaque sur Washington. 24 octobre 2002, Wheaton dans le Maryland. Un premier homme est abattu en pleine rue. Le lendemain, 5 autres personnes tombent sous les balles du duo. À chaque fois, un seul tir. Une exécution silencieuse. Le mode opératoire glaçant. Les victimes sont choisies au hasard. Elles sont touchées en une fraction de seconde. La balle provient d'un fusil de précision Bushmaster en 223 Remington.
Les habitants sont paralysés par la peur. Personne ne sait où se cacher. Dans les stations-service, les gens se baissent pour faire le plein. Les écoles annulent les récréations, les rues sont vides. Les cibles, des hommes, des femmes, un enfant. Leur seul crime ? Être sur la trajectoire du fusil. Les balles frappent sans avertissement. Les témoins parlent de bruits secs, d'impacts soudains, de corps s'effondrant sans vie. Chaque tir est calculé, chaque balle tue. Le premier tir. James D. Martin, 55 ans, à Glenmont, dans le Maryland. James est gérant de supermarché, un homme paisible, père de famille. Il finit sa journée et fait quelques courses avant de rentrer. Dans le parking, il charge ses sacs dans le coffre, il prend une pause, il regarde son téléphone. Une balle de calibre 223 lui transperce le dos et ressort par la poitrine. James s'effondre immédiatement entre les voitures. Personne ne voit d'où vient le tir. Le premier meurtre est incompréhensible. 3 octobre 2002, une journée sanglante. En moins de 15 heures, 5 personnes sont tuées. James Sonny Buchanan, 39 ans, à Rockville dans le Maryland. Sonny tond la pelouse d'un client, il arrête la tondeuse, s'essuie le front, il profite du soleil. Un sifflement suivi d'un bruit d'impact. Une balle le frappe en plein thorax, il meurt sur place. Prem Kumar Valekar, 54 ans, Montgomery, Maryland. Prem Kumar est chauffeur de taxi, un immigré indien venu chercher une vie meilleure. Ce matin-là, il fait le plein de sa voiture. La balle le touche en pleine poitrine. Il tombe à côté de sa voiture, le pistolet de la pompe à essence toujours en main. Sarah Ramos, 34 ans, Silver Spring, Maryland. Sarah travaille dans un centre médical. Ce matin-là, elle s'assoit sur un banc en attendant une collègue. Elle s'effondre la tête en arrière, la balle l'a frappée en pleine tête. Lorianne Lewis Rivera, Kensington, Maryland. Laurie nettoie l'intérieur de sa voiture. Elle ne voit rien venir. Une balle lui transperce le cou. Elle s'écroule sur le bitume. Sa voiture toujours ouverte. 4 octobre 2002, un homme de 72 ans exécuté. Pascal Charot, à Washington. Pascal est retraité, un homme apprécié de son quartier. Il marche tranquillement près d'une boulangerie. Une balle le frappe en pleine poitrine. Il s'écroule, agonisant. C'est la 6e victime. Du 7 au 22 octobre, une terreur qui ne faiblit pas. Les jours passent et les morts continuent à tomber. Dean Harold Myers, 53 ans. Manassas, Virginie. Dean, ingénieur, s'arrête pour faire le plein après sa journée de travail. Il meurt sur place, une balle logée en plein front. Kenneth Bridges, 53 ans. Fredericksburg, Virginie. Station-service Exxon. Kenneth est un homme d'affaires, il roule beaucoup. Il s'arrête quelques secondes pour payer. Il tombe sur le bitume, le reçu encore en main. Linda Franklin, 47 ans. Falls Church, Virginie. Parking de Home Depot. Linda est analyste du FBI et, ironie du sort, elle enquêtait justement sur le sniper. Elle sort du magasin, parle avec son mari, un coup fatal, et elle meurt. Conrad Johnson, un conducteur d'autobus âgé de 35 ans, marié et père de 2 enfants, a été touché à la poitrine à 5h56, alors qu'il se trouvait sur les marches d'accès à son véhicule. Peu avant de prendre son car à Silver Spring, une ville résidentielle au nord de Washington. Il est mort 5 heures plus tard sur la table d'opération. L'arme du crime, le Bushmaster XM15. John Allen Mohammad et Lee Boyd Malvo utilisent une seule arme, le Bushmaster XM15E2S, calibre 223 Remington, 5,56 par 45, portée jusqu'à 600 mètres, cadence semi-automatique et d'une extrême précision. Pourquoi cette arme ? Légère, maniable, facile à modifier pour un tir discret, munition courante et puissante. Le sniper caché dans une Chevrolet Caprice bleue, un trou percé dans le coffre, un matelas pour absorber le bruit, une lunette pour ajuster chaque tir. Chaque balle est un arrêt de mort. La police est dépassée. Aucun témoin, aucune empreinte,
Mais une erreur est commise. Malvo, sûr de lui, laisse une empreinte sur une scène de crime en Alabama. Les enquêteurs remontent jusqu'à Mohammad. 24 octobre 2002, une aire d'autoroute dans le Maryland. Les deux hommes dorment dans leur Chevrolet Caprice. Ils sont arrêtés sans résistance. Dans le coffre, la police trouve le fusil utilisé pour les meurtres. Des cartes avec les emplacements des scènes de crime, les écrits de Malvo révélant son endoctrinement. Et quel était le véritable plan de Mohammad? Après l'arrestation, la vérité éclate. Mohammad voulait utiliser l'argent du chantage pour financer une armée d'enfants soldats. Il voulait entraîner des dizaines de jeunes comme Malvo pour étendre son réseau de snipers. Il comptait assassiner son ex-femme, puis récupérer la garde de ses enfants. Les meurtres de Washington n'étaient qu'un test. Mohammad est reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Le 10 novembre 2009, il est exécuté par injection létale. Malvo lui est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Aujourd'hui, il exprime des remords, affirmant avoir été sous l'influence totale de Mohammad. Mais reste une question. Malvo était-il une victime ou un monstre en devenir? Les attaques ont changé l'Amérique. Aujourd'hui encore, les habitants de Washington se souviennent de cette peur invisible. Mohammad a utilisé la manipulation, la haine et l'endoctrinement pour transformer un adolescent en tueur. Une leçon glaçante sur le pouvoir destructeur des esprits manipulateurs. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de FC Podcast True Crime sur les tueurs de Washington DC. Abonnez-vous et likez, ça fait toujours plaisir. Et prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.